Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Goussainville, dans le Val d'Oise. Vous présentez donc ce plan contre les marchands de sommeil. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre? Déjà, les marchands de sommeil, le nom est à mes yeux totalement inapproprié. On parle de marchands de sommeil, mais on devrait vraiment parler de trafiquants de misère. Ce sont des personnes qui font des actes totalement inacceptables, c'est-à-dire qu'ils rajoutent de la misère à la misère. Ils profitent de la misère des plus démunis pour, in fine, gagner de l'argent sur leur dos. Et donc, il ne faut pas chercher à soigner, il faut chercher à guérir. Il ne faut pas chercher des solutions homéopathiques, il faut chercher un vrai remède de cheval, comme on dit. Lesquels? Et c'est ce que nous faisons, donc c'est le plan que je présenterai tout à l'heure. Il y a deux principales actions à mener. La première, c'est de mieux identifier. Le problème de fond, c'est que ces marchands de sommeil, on sait qu'ils existent, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont, mais pour vous donner un indice, ce sont souvent des personnes qui profitent de ce qu'on appelle les logements insalubres. Vous savez, ces logements où il y a souvent peu d'électricité, peu d'eau, vraiment des conditions d'hygiène qui sont déplorables. Et donc là, on met en place tout un arsenal pour aider les collectivités, les mairies, à mieux identifier, à se professionnaliser pour mieux identifier là où se trouvent ces marchands de sommeil. Et puis le deuxième point, ces marchands de sommeil, ce sont donc des trafiquants. C'est des gens qui cherchent principalement à gagner de l'argent sur le dos de la misère. Et donc il faut les taper là où ça fait mal. Et où est-ce que ça leur fait mal? Ce sont sur leur portefeuille. Mais il existe déjà aujourd'hui des sanctions pénales, administratives. Et c'est exactement ça le point. Il ne marche pas ce dispositif déjà? Il existe des sanctions, mais qui sont avant tout des sanctions pénales. Mais en fait, ces sanctions pénales, c'est pas ça qui effraie les marchands de sommeil. Ce qui gêne les marchands de sommeil, c'est quand on va leur prendre l'argent qu'ils gagnent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dans un code en France qui s'appelle le Code général des impôts, un arsenal qui existe pour les trafiquants d'armes, pour les trafiquants de drogue, pour les trafiquants de toutes sortes de dérives qu'on peut constater. Eh bien, ce Code général des impôts, on va le compléter et on va mettre dedans les marchands de sommeil. Et très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un marchand de sommeil sera jugé, parce qu'on aura fait cette modification dans le Code général des impôts, on pourra pénaliser financièrement et de manière drastique, c'est-à-dire véritablement avec des sanctions très fortes, ces marchands de sommeil. Donc on va les taper là où ça fait le plus mal pour eux, c'est-à-dire leur portefeuille. Mais souvent, ce portefeuille, il est caché. Souvent, cet argent, ils ne le déclarent pas et ils réussissent à le mettre un petit peu au noir. Comment est-ce que, du coup, on les tape dans ce portefeuille s'il n'existe pas? C'est exactement. Vous pointez du doigt exactement les faits qui se passent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le droit, les marchands de sommeil vous disent écoutez, moi, en fait, j'ai pas d'argent, j'ai rien gagné, voire pire, je suis insolvable. Et la modification qu'on fait, c'est de dire, on présume que vous avez des revenus. C'est-à-dire, quoi que vous nous disiez, nous, en fait, on sait que vous avez des revenus. Et grâce à ça, on peut les pénaliser financièrement. Parce que justement, le droit qui aujourd'hui ne nous le permet pas, demain va nous le permettre. Donc même s'ils cachent leur argent, on va dire qu'il y a une présomption de revenus, c'est-à-dire que par défaut, on dit, mais si, quoi qu'ils vous disent, ils gagnent de l'argent, et comme ils gagnent de l'argent, on va les pénaliser financièrement. C'est un autre sujet logement, Julien de Normandie. L'encadrement des loyers a été annulé à Paris il y a 2 semaines. Que fait le gouvernement? Le gouvernement va faire appel. Il a déjà fait appel sur Lille, où l'encadrement a aussi été annulé, et il va faire appel là, dans les tout prochains jours, le dossier est en cours de finalisation, sur Paris. Moi, en toute sincérité, je ne sais pas si l'encadrement des loyers, ça marche ou ça ne marche pas. J'ai demandé beaucoup d'études, j'ai lu énormément de rapports, je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas. En revanche, et c'est ça le point important, j'ai une conviction, c'est qu'il faut aller au bout de l'expérimentation. Il faut savoir si oui ou non ça marche. Or, vous l'avez rappelé, le tribunal administratif a dit on arrête l'encadrement des loyers. En fait, on stoppe la mécanique. Et donc le gouvernement va faire appel pour aller jusqu'au bout de l'expérimentation. Ça va prendre 1 an, 2 ans. Et enfin, à la fin, une fois qu'on aura les résultats, on décidera si oui ou non on continue cet encadrement des loyers. Est-ce que l'accueil inconditionnel des migrants aujourd'hui c'est terminé en France? Non, ça, moi, je suis catégorique. Ce qu'on appelle l'inconditionnalité, c'est-à-dire toute personne à la rue a le droit, quel que soit son statut, quelle que soit son origine, quelle que soit son histoire, a le droit à l'hébergement d'urgence en France. Si je vous pose la question, c'est parce que le ministre de la Cohésion des Territoires a signé une circulaire qui prévoit le recensement des migrants dans les centres d'hébergement. Ça fait hurler les associations aujourd'hui. Elles disent recensement, étiquetage, triage. Mais vous savez, l'inconditionnalité, donc, elle n'est pas remise en cause. Elle reste là. Mais vous savez, en revanche, il faut savoir de quoi on parle. Moi, les hébergements d'urgence, j'y vais régulièrement. Et dedans, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pas les gens qui étaient la veille dans la rue et qui viennent trouver un toit le soir.
En France, on a ouvert 140 000 places d'hébergement d'urgence cette année. 140 000. C'est 13 000 de plus que l'année dernière. Mais dans ces hébergements d'urgence, vous n'avez pas que des migrants. Vous avez des travailleurs pauvres, c'est 25%. Vous avez des personnes qui ne sont plus en demande d'asile, qui ont déjà le statut de réfugié. Et vous avez parfois des personnes qui sont là depuis plus de 3 ans, depuis plus de 4 ans. Le maximum qu'on ait rencontré, c'est une famille qui était là depuis plus de 13 ans dans des chambres d'hôtel de 8-9 mètres carrés. Et donc, qu'est-ce que dit la circulaire ? Elle dit, on va aller rencontrer ces personnes-là. C'est bien entendu absolument pas la police, c'est les services de la préfecture, ceux qui accompagnent les gens, qui vont aller rencontrer les personnes qui y vivent et aux travailleurs pauvres qui sont là depuis des années, aux réfugiés qui sont là depuis des années, leur proposer non pas un hébergement d'urgence, mais des solutions de logement pérennes. Enfin, les rencontrer s'ils y viennent encore, parce qu'ils vont peut-être craindre justement ces rencontres. Mais c'est là où j'insiste, l'inconditionnalité, c'est-à-dire le fait que n'importe qui puisse aller dans ces hébergements d'urgence n'est pas remise en cause. Et après, il ne faut pas d'hypocrisie non plus. C'est-à-dire que dans ces hébergements d'urgence, il y a aussi des personnes qui sont des demandeurs d'asile dits déboutés. C'est-à-dire que la demande d'asile n'a pas été acceptée. Ces personnes-là, elles ont le droit. Encore une fois, l'inconditionnalité n'est pas remise en cause. Elles ont le droit à l'hébergement d'urgence. En revanche, on sait bien que ces personnes-là, elles ont vocation à quitter le territoire national. Merci beaucoup, Julien Denormandie, secrétaire d'État à la cohésion des territoires, d'être passé ce matin par France Bleu. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.